Bonjour et bienvenue à la deuxième présentation de la session Améliorer notre quotidien collectif, intitulée Comment faire la lumière sur le bien-être humain en mariant architecture, médecine et IA. Je suis Fabien Perrineau, conseiller au transfert technologique et à l'innovation chez Ivado, et je serai le modérateur pour cette conférence. Donc, avant de débuter et d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste souligner quelques détails concernant le déroulement de la conférence. Donc, tout d'abord, le temps est précieux aujourd'hui car les conférences vont s'enchaîner automatiquement, donc je ferai en sorte d'être le gardien du temps pour respecter l'horaire qui est prévu aujourd'hui. Aussi, la présentation de Jean-François Lalonde qui vient tout de suite sera suivie d'une période de questions-réponses. Donc, vous voyez bien que vous n'avez pas, en tant que participant, accès à votre caméra ni votre micro, mais vous avez bien sûr le loisir de pouvoir poser des questions dans le petit encart que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Et donc, utilisez l'onglet questions afin de pouvoir écrire les questions que vous voulez poser à notre conférencier et je m'occuperai de les relayer pendant la session qui va être dédiée. Ensuite, en plus de cela, la plateforme Swapcard vous offre la possibilité également de voter pour des questions. Donc, quand des questions seront posées, nous vous invitons également à voter pour les questions que vous préférez, ce qui va nous aider aussi à choisir les questions auxquelles répondre. Et dernière chose, les présentations seront enregistrées. Et si vous désirez avoir accès au contenu en différé, je vous invite à compléter le sondage d'amélioration que vous allez recevoir par courriel à la fin de la journée. Donc, rentrons désormais dans le vif du sujet avec la présentation de Jean-François Lalonde, qui est professeur agrégé au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval. Il va nous parler d'un projet qui marie vision par ordinateur, architecture et médecine. Donc, Jean-François, merci de nous joindre à nous pour cet événement aujourd'hui et bienvenue et la parole est à vous. Merci beaucoup, Fabien. Merci pour l'introduction. Et donc, oui, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous de lumière. On va parler de bien-être humain aussi à travers 3 volets qui vont illustrer un peu l'aspect multidisciplinaire du projet. Et les 3 volets sont les suivants. Donc, l'architecture, la médecine et bien sûr l'intelligence artificielle à travers la vision par ordinateur. Donc, je vous propose de commencer tout d'abord notre histoire avec l'aspect médecine. Donc, en médecine, principalement le cycle circadien, ce qui représente un peu le rythme de notre corps. OK? Fait que ce rythme-là, c'est un cycle qui détermine, par exemple, que notre état d'éveil maximum se situe autour de 10 heures le matin, qu'environ maintenant, vers 14h30, c'est là qu'on atteint notre meilleure coordination. Donc, ça serait parfait si on voulait aller jouer au volley. Mais bon, vous allez être très coordonnés pour m'écouter aujourd'hui et pour notre discussion par la suite, j'espère. Ensuite, vers 21h, c'est là que notre corps commence à sécréter la mélatonine qui nous met au dodo. Et vers 2h du matin, on atteint notre sommeil le plus profond. Et tout ça, dans ce cycle, est régi par quoi? En fait, par la lumière naturelle. C'est donc le soleil là, qui se lève le matin et qui se couche le soir qui va affecter notre cycle circadien. Puis c'est pour ça que lorsqu'on voyage, tout d'un coup, on change d'un fuseau horaire très rapidement. Et donc, on est tout détraqué. Ça nous prend quelques jours à nous en remettre parce qu'on n'est plus synchronisé avec le cycle naturel de la lumière. Et biologiquement parlant, notre cerveau, lui, va percevoir la lumière grâce à des cellules qui sont situées sur la rétine, qui est la couche au fond de l'œil. Vous savez peut-être qu'on a des cellules qu'on appelle les bâtonnets, qui nous donnent une certaine vision nocturne, donc lorsqu'il y a peu de lumière. Et vous voyez ici que la courbe de sensibilité, donc les bâtonnets atteignent leur sensibilité maximale là, autour d'environ 500 nanomètres de longueur d'onde. On a aussi des cônes, dont il y en a environ 3 types, là, principalement dans la majorité de la population. Et ces cônes-là nous permettent de percevoir la couleur. Et il y en a donc qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde. Mais en plus des bâtonnets et des cônes, on a un autre type de cellules qu'on appelle les cellules ganglionnaires rétiniennes photosensibles. Ça, c'est un beau mot à plugger dans une discussion si vous voulez avoir l'air intelligent. Prenez ça en note. Mais ces cellules-là, elles perçoivent ce qu'on appelle la lumière mélanopique. Et c'est cette lumière-là, ce sont ces cellules-là qui vont régir notre cycle circadien. Okay? Fait que ces cellules-là vont percevoir la lumière extérieure. Puis on a une sensibilité autour de 475 nanomètres environ maximum dans la longueur d'onde de la lumière naturelle. Et puis, si donc on a une grande quantité de lumière là, émise dans ces longueurs d'onde-là, ça va nous activer notre cycle circadien, ça va nous réveiller. Donc ça, c'est pour l'aspect médecine. Si je passe maintenant à l'architecture, en architecture, les architectes sont intéressés à mesurer la lumière mélanopique pour voir à quel point les environnements bâtis
vont la moduler. OK? Et donc, s'ils la modulent de différentes façons, ben, la façon dont la lumière va parvenir à nos yeux quand on est à l'intérieur va affecter notre bien-être, va affecter notre cycle circadien, et on veut que ça soit le plus régulier possible. Fait que les architectes, donc, ils ont développé des méthodes qui vont pour les mesurer. Puis l'objectif ici, c'est de prendre, par exemple, une caméra couleur RGB, puis prendre un panorama, donc où on va voir là, 360 degrés autour de la scène. Et on va prendre cette image-là en couleur RGB et on va les convertir en ce qu'on appelle une visualisation comme celle-là, là, qui nous permettent de voir où est-ce que la lumière est majoritairement mélanopique. Ça, c'est ce qu'on affiche en bleu. Si, par exemple, je zoome là, sur cette région-là de l'image, ben, je fais la conversion, on se rend compte que, sans trop de surprise, la lumière qui provient de l'extérieur a une dominance mélanopique, et tandis que la lumière à l'intérieur, qui est illuminée avec un éclairage artificiel, va avoir une dominance photopique là, qui permet la perception des couleurs, une acuité visuelle plus élevée, mais qui n'a pas d'effet sur notre cycle circadien. Ça marche? Fait que les architectes vont se servir de ça, par exemple, comme outil de design pour mieux comprendre de quoi a l'air un environnement intérieur et surtout la façon dont ça va affecter le bien-être des occupants. Et on peut s'en servir, par exemple, dans des applications de réalité virtuelle où est-ce qu'on pourrait regarder un peu partout là, de quoi a l'air l'environnement. Et ça les permet de mieux comprendre les environnements existants, dans un objectif, évidemment, de faire le design de nouveaux environnements qui seront encore mieux adaptés là, à notre biologie. Mais pour être capable de comprendre un petit peu plus comment on fait pour mesurer la lumière mélanopique, il va falloir que je vous parle d'un concept qu'on appelle la plage dynamique. Et non, ce n'est pas un workout dynamique sur une plage. Désolé. Mais ça représente plutôt l'écart dans une image entre la valeur minimale et maximale que je peux représenter d'intensité. D'accord? Fait que si je regarde dans cette image-là, qui est un panorama 360 degrés là, que j'ai pris là, dans une salle relativement vide, et je compare la valeur d'intensité du pixel ici, donc dans la source lumineuse, versus un pixel au sol. Si j'utilise une caméra conventionnelle, ben, je me rends compte que le pixel à la lumière est environ 3 fois plus intense que le pixel au sol. D'accord? Mais ça, est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond à ce qui se passe dans le vrai monde, la vraie lumière physique? Pour le voir, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre la même photo, mais plus rapidement. Okay? Donc, en laissant ouvert l'obturateur de la caméra, par exemple, 16 fois moins longtemps qu'à l'origine. Je me rends compte que, dans le fond, la lumière n'était pas blanche. Mais ici, la lumière qui devient ici, on voit qu'elle est un petit peu plus sombre. Si je la capture encore plus rapidement, ben, je vois que toute la scène devient complètement noire, mais les sources lumineuses sont encore visibles. Ça veut dire que quand je prenais ma photo tout à l'heure avec ma caméra standard, en fait, ce n'est pas 3 fois plus brillant qu'elle est, la lumière, mais bien 3000 fois plus intense. D'accord? Fait qu'avec une caméra standard, une caméra normale, je ne peux pas capturer la plage dynamique complète du vrai monde. Puis malheureusement, j'en ai besoin si je veux modéliser la lumière mélanopique, si je veux comprendre la façon dont la lumière à l'intérieur affecte mon cycle circadien quand moi je suis dans cet environnement-là. Fait que si je récapitule rapidement là, ce que j'essaie de vous présenter, bien, ça fait en sorte que le processus de mesure de la lumière mélanopique qui est nécessaire à l'analyse du bien-être dans les environnements bâtis, c'est difficile à effectuer et à utiliser parce que si j'utilise une caméra conventionnelle, là, si j'utilise l'acronyme LDR là, pour Low Dynamic Range, à une plage dynamique limitée, ben, c'est facile à capturer parce que c'est des caméras normales. Je peux me servir de ma caméra dans mon cellulaire si je voulais, ça marcherait. Mais malheureusement, ça ne modélise pas la lumière de façon physiquement valide. À l'opposé, si j'utilise ce qu'on appelle de l'imagerie HDR, donc High Dynamic Range, plage dynamique élevée, ben là, je suis capable de l'utiliser pour modéliser la lumière mélanopique, mais malheureusement, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus long à capturer. J'ai besoin de caméras un peu particulières là, qui vont me permettre de faire ça. Donc, voilà. Donc, pour mesurer la lumière mélanopique, afin d'analyser le bien-être humain, l'aspect médecine, dans les environnements bâtis, l'aspect architecture, ben, ça va nécessiter, jusqu'à présent, des techniques qui sont difficiles à utiliser, pas accessibles à tous, demandent une expertise, demandent du calibrage, etc. Et c'est là qu'entre en jeu l'IA, l'intelligence artificielle, et principalement la vision par ordinateur.
Et dans notre projet que je vais vous présenter aujourd'hui, notre objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle afin de faciliter la capture de la lumière dans nos environnements intérieurs. Pour qu'à terme, là je le fais apparaître en deuxième étape parce que ça c'est dans le futur, mais à terme notre objectif c'est de pouvoir se servir de ces analyses-là afin de prédire la façon dont les gens vont se sentir, la façon dont les environnements intérieurs pourront moduler notre cycle circadien et la façon dont on se sent finalement dans les environnements intérieurs qu'on bâtit. C'est bon? Donc ça, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on va parler de deux aspects principaux là-dedans. Donc, je vais vous parler d'un aspect qui va nous permettre de faciliter la capture à tous les endroits dans la scène. Pas qu'à une seule place où je mets ma caméra, je prends une photo, mais moi, je vais être en mesure d'aller naviguer, d'aller explorer la scène réelle de façon intuitive sans avoir à aller photographier absolument tous les points dans ma photo, dans ma scène. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1. Puis l'aspect numéro 2, c'est justement la prédiction de l'invisible, c'est la prédiction de la haute plage dynamique pour faire de la lumière mélanopique à partir d'une caméra tout à fait traditionnelle, standard. Deux aspects. Commençons par l'aspect numéro 1 de partout dans la scène. Et pour ça, on va se servir d'une caméra commerciale, conventionnelle. La seule particularité qu'elle a, c'est qu'elle nous permet de capturer des images à 360 degrés avec un seul clic de bouton. Je prends ma caméra, je clique dessus, puis ça me donne un beau panorama 360. Ça permet de voir tout partout d'un seul coup. J'ai aussi un fameux selfie stick et un photographe dédié. Alors, mon photographe dédié, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement mettre la caméra au bout du bâton, et il va se promener dans la scène de façon sans mesure, sans calibrage, pas besoin de savoir exactement ce qu'on fait. On ne fait que balayer la caméra dans la scène. Grâce à des algorithmes de vision qu'on appelle de la structure à partir du mouvement, ou structure from motion en anglais, on est capable d'aller récupérer la position et l'orientation de la caméra pour chaque image dans la vidéo qu'on a capturée précédemment. D'accord? Fait que ici, ce que je montre, c'est une espèce de nuage de points en 3D. C'est l'approximation de la géométrie de la scène que l'algorithme s'est fait. Et les petites pyramides, ici, la pointe de la pyramide indique la position de la caméra, puis la direction de la pyramide, la base pointe selon l'orientation estimée de chacune des images. Okay? Fait que ça nous fait une espèce de procédure d'autocalibrage. Et là, ce qu'on se retrouve, c'est une série d'images et la position 3D de la caméra correspondante. Pour voir comment on va faire pour apprendre, dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un réseau de neurones à prédire, il va apprendre à régénérer l'apparence de la scène à tout endroit. OK? Fait que, admettons que j'ai cette scène-là tout à fait simple et j'ai placé ma caméra omnidirectionnelle à ces 5 endroits-là. J'ai pris 5 photos. Si je me concentre sur une seule de ces images-là, une image, ça correspond à quoi? Ça correspond à des rayons en 3 dimensions, où chaque rayon là, partirait comme du centre de la caméra, passe au travers du centre du pixel et s'en va jusque dans la scène, jusqu'à temps qu'il intersecte l'objet le plus proche. Fait que je prends un de ces rayons-là, puis je vais venir l'échantillonner. Je vais venir aller chercher des points en 3D le long du rayon. Okay? Fait que si je considère ce rayon-là ici, je prends un de ces points-là. On va entraîner un réseau qu'on appelle de type Neural Radiance Field en anglais, ou encore le champ de radiance neuronale, qui est assez récent, ça a été introduit il y a 2 ans. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça prend un point en 3 dimensions, donc sa position X, Y, Z, et à l'aide d'un réseau pleinement connecté, le réseau, lui, va apprendre à prédire l'opacité et la couleur. Okay? Puis l'opacité veut dire, si le point en 3D est au milieu de l'espace vide, l'opacité devrait être de 0. Tandis que si le point, je continue à tracer mon rayon, puis je frappe une surface, à l'endroit où je frappe la surface, l'opacité devrait être de 1. Et comment on fait pour entraîner un réseau comme ça, alors qu'on ne sait pas c'est quoi la vraie vérité là, de la couleur puis l'opacité partout? Ce qu'on va faire, c'est que le long du rayon, on va calculer l'intégrale, la somme, donc la somme accumulée là, de l'opacité, puis au moment où on atteint 1, c'est-à-dire qu'on arrête de tracer et on fait la somme des RGB correspondants là, qui sont multipliés forcément par l'opacité. Fait que ce qu'on fait, donc on va intégrer ça pour chacun des pixels de la caméra pour faire un rendu de la scène. Et le rendu, on va le comparer avec l'image capturée
Et c'est comme ça qu'on définit une fonction de perte là, qui nous permet de la rétropropager à travers tout ça pour entraîner notre réseau pleinement connecté à reconstruire l'apparence de cette scène-là. Donc, si je reviens à ma scène simplifiée un peu ici, ben, là, j'ai entraîné mon réseau à partir de ces 5 vues, ces 5 points de vue-là, où je connaissais la position et l'orientation et la couleur de chaque pixel dans chacune de ces caméras-là. Une fois que je l'ai entraîné, mon réseau, ben, je peux simplement aller chercher un autre point que je n'ai pas capturé, que je ne connais pas, que je n'ai pas mesuré. Mais à partir de ce point-là, ben, je peux me régénérer une nouvelle image, simplement qu'en traçant les rayons à nouveau et en demandant au modèle NeRF, le Neural Radiance Field, de me prédire l'opacité, etc., et la couleur que je peux intégrer pour générer une image. Et c'est comme ça qu'on a généré l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure, que je vous montre à nouveau ici en pleine résolution. Donc, je peux me déplacer de façon tout à fait libre dans un environnement que j'aurais capturé là, simplement en balayant mon image, ma caméra, pardon, dans l'espace 3D, là, sans trop savoir ce qu'on faisait vraiment. Okay? Puis une fois que je l'ai fait comme ça, ben là, j'ai vraiment le contrôle. Je peux me dire, OK, positionne-toi là, monte un peu la caméra, descends là, tourne là, va ailleurs. OK, fait qu'on pourrait s'en servir comme ça, même dans un environnement virtuel où je pourrais visualiser ça en réalité virtuelle, par exemple. Fait que ça, c'était l'aspect partout dans la scène. Okay? Fait qu'on a utilisé l'IA, donc les réseaux neuronaux, là, de radiance neuronaux, pardon, pour apprendre à recréer l'apparence de la scène à tout endroit. Regardons maintenant comment on va faire pour prédire l'invisible. Comment je vais faire pour partir de ce même jeu de données-là et prédire la plage dynamique manquante. N'est-ce pas? On se rappelle tout à l'heure qu'on s'en est parlé, là, quand je prends une photo avec la caméra standard, ça me dit que ben, la lumière est environ 3 fois plus brillante là, que le sol, mais la vraie vérité, la réalité de la chose dans la vraie vie, OK, il y a 3000, la lumière est 3000 fois plus intense. Là. Si j'avais un photomètre, là, je pourrais mesurer ça et ça me dirait, non, la lumière est effectivement 3000 fois plus intense que ce qui se passe au sol. Donc, ça ne fonctionne pas. On va avoir besoin d'un autre morceau là, qui va nous permettre de compenser pour ce problème. L'idée ici, ben, c'est simplement d'entraîner un autre réseau à prédire, qui va apprendre à prédire la plage dynamique. Donc, l'objectif ici, c'est de partir avec une image à faible plage dynamique, la donner en entrée à mon réseau, qui, lui, sa tâche, c'est simplement de prédire l'image HDR à partir de l'image LDR. D'accord? Et comment on fait pour entraîner ce réseau-là? Ben, ça prend des données. Et quand on dit données, ben, on s'est promené avec une caméra de haute qualité, haute résolution, etc. Donc, le gros kit, comme on dit, et on s'est promené dans plusieurs environnements et on a capturé un jeu de données qui est affiché ici dans cette belle animation qui vous montre ce qui se passe quand des étudiants gradués ont trop de temps, à perdre. Ils font des belles petites animations comme ça. OK, mais c'est pour montrer que, dans le fond, on a capturé 2400 panoramas à pleine plage dynamique, full résolution, etc., qui sont d'ailleurs disponibles là, gratuitement pour les chercheurs. Fait que si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur ce site web-là. Et vous pourrez me contacter par la suite. Là, ça va nous faire plaisir de la partager. Donc, on se sert de ce jeu de données-là pour entraîner. Comment on fait? Bien, on prend notre jeu de données HDR à partir de la donnée pleinement, où on a toute la plage dynamique. On peut simplement la limiter, cette plage dynamique-là, et simuler une image à LDR. Et ensuite, c'est celle-là qu'on donne en entrée à notre réseau, qui, lui, doit prédire le HDR. Et comment on fait pour l'entraîner, ce réseau-là? On fait simplement comparer la sortie du réseau avec le jeu de données HDR qu'on avait au tout début. OK? C'est comme ça qu'on va l'entraîner. Et ben, pour vous montrer un peu comment ça marche, parce que des fois, c'est difficile de visualiser la plage dynamique, ben, on peut s'en servir pour faire du rendu d'objets virtuels. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un objet virtuel, l'espèce de boule ici là, qui est sur un plan. Et celle-là, ben, je peux l'éclairer virtuellement avec l'image. Fait que si je l'éclaire avec mon image LDR en entrée, ben, j'obtiens une image là, qui est assez fade, n'est-ce pas? Fait qu'il n'y a pas vraiment d'ombre, c'est quand même assez plate à regarder. Mais si je fais le rendu avec l'éclairage HDR prédit, ben, j'obtiens l'image qui est en bas. Où là, effectivement, l'objet projette une ombre là, sur le sol et c'est beaucoup plus, ça a l'air beaucoup plus réaliste. Si je le compare avec le vrai éclairage HDR que j'aurais capturé là, avec la procédure plus compliquée,
ben, on peut comparer gauche-droite. Oui, en effet, on est capable d'aller chercher l'intensité des lumières de façon beaucoup plus précise. Fait que c'est un peu ça. Okay? Donc, on a utilisé l'IA pour à la fois pour faciliter la capture de la lumière dans nos environnements en utilisant deux aspects principaux. Un, d'être capable de le faire partout dans la scène, puis deux, d'être en mesure de prédire l'invisible, prédire la plage dynamique manquante, qui, elle, va nous permettre d'estimer, donc de calculer la lumière mélanopique là, qui affecte notre bien-être. Évidemment, je n'ai pas parlé comment on combine les deux, mais ce n'est pas tellement compliqué. Je prends mon réseau LDR, LDR vers HDR, je convertis mon image capturée, puis je fais simplement qu'entraîner mon deuxième réseau là, sur la sortie du premier. Okay? Ça me permet de faire à la fois un nouvel environnement, un nouveau point de vue et la plage dynamique manquante. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben, on est en train de développer des nouveaux capteurs, comme ceci, okay, un petit gizmo, qui va contenir non seulement des caméras RGB pour faire le HDR comme on a parlé, mais également d'autres types de capteurs, par exemple des capteurs hyperspectraux qui nous permettent d'avoir une plus grande précision, donc qui va calculer différentes longueurs d'onde de façon plus précise. C'est ce qu'on veut dire par l'imagerie hyperspectrale. Et également des caméras thermiques, donc des caméras thermiques qui enregistrent, qui mesurent les sources de chaleur et qui sont évidemment très importantes pour le confort thermique des occupants aussi. Fait qu'on n'aime pas ça quand il y a des drafts, des courants d'air froids, par exemple, ou des sources très chaudes à l'opposé. Donc, on veut s'en servir là, pour capturer ces informations-là dans le futur. Donc, voilà. Fait que, je vous ai parlé d'un projet là, où on utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la capture de la lumière dans nos environnements, pour mieux les comprendre, pour mieux savoir comment ils influencent le bien-être humain, pour à terme, on espère pouvoir le prédire. Donc, j'en profite pour conclure rapidement en remerciant mes collègues là, Marc et Claude là, de médecine et d'architecture, ainsi que les divers étudiants et étudiantes aussi là, qui ont travaillé sur le projet. Et je voulais conclure par vous remercier, puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci Jean-François, c'était vraiment très intéressant, très original. On a encore quelques minutes pour les questions. Moi, j'aimerais commencer une question parce que juste savoir en fait d'où vous est venue l'idée en fait de travailler sur ce type de projet. Oui, très original en fait. En fait, la petite histoire, c'est un peu marrant. C'était si je reviens au jeu de données dont je parlais tout à l'heure, ici, où on s'est promené. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a monté des caméras assez sophistiquées sur des trépieds, tout ça, têtes de trépieds robotisées qui permettaient d'automatiser la chose. Et on s'est promené un peu partout sur le campus pour prendre des photos. Okay? Et on est allé justement donc à l'école d'architecture, notamment, et prendre des photos comme ça. Et par hasard, il y a une prof en architecture, qui est Claude, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui passait par là, puis il a commencé à interroger les étudiants là, qui travaillaient avec nous et dire qu'est-ce que vous faites, ah, c'est intéressant, du HDR, etc. Puis Claude m'a donc contacté pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs là, très, très bien alignés. Nous, on s'en servait là, dans un contexte d'estimation d'éclairage, pour faire de la réalité augmentée, etc. Mais eux, ils se servent du HDR aussi là, pour faire, comme j'ai parlé aujourd'hui, de l'analyse de lumière mélanopique, etc. Et voilà, c'est un peu comme ça que la collaboration a commencé. Ah, super, des fois, c'est issu des fois de rencontres fortuites. Là, on fait des belles réalisations, ouais. en effet. C'était pas prévu, mais je pourrais vous dire que ça a vraiment été super enrichissant. D'ailleurs, il y avait les gens sur le panel tout à l'heure mentionnaient le fait que les gens dans différentes disciplines ne parlent pas le même langage, puis ça, c'est très, très vrai. On s'en est rendu compte, nous aussi, là, côté ingénierie, côté architecture, même côté médecine. Souvent, on parle des mêmes choses, mais pas de la même façon. Ouais, donc, juste de travailler ensemble, là, il a fallu apprivoiser un peu le langage. De toute façon, on va comprendre mieux ce que fait l'autre sans pouvoir aligner ses objectifs communs, en fait. Exactement. On a encore le temps pour d'autres questions. Première question des participants. Est-ce que ce serait possible de donner un peu plus de détails en fait quant à l'implication des professionnels de la médecine par la suite pour des futures applications et ou d'architectes aussi? Oui, absolument. J'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais notamment mon collègue Marc, lui, il travaille beaucoup avec ses étudiants là, sur justement l'impact de la lumière sur, par exemple, non seulement le bien-être pour le cycle circadien,
mais également l'état d'éveil, par exemple, si on est motivé à travailler, si on est alerte. Notamment, ils travaillent dans les milieux hospitaliers où on a des bureaux, souvent, qui ont zéro fenêtre. Ils n'ont pas de fenêtre parce que c'est à l'intérieur du building, il y en a un peu partout. Et dans les hôpitaux, ça peut être assez courant aussi. Et là, ben, c'est important évidemment d'avoir un éclairage artificiel là, qui va illuminer l'emplacement. La question qu'on se pose ou qu'il se pose, c'est de dire, bon, ben, quelles devraient être les propriétés de l'éclairage pour favoriser l'éveil, par exemple, pour empêcher les gens de s'endormir, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on observe comme différence dans le comportement humain lorsque, par exemple, on utilise, vous savez, maintenant qu'on va acheter des ampoules, on peut dire, je veux choisir, en français ça ne vient pas, mais on peut dire daylight ou warm, quelque chose. Des fois, on a aussi la notion de température de lumière, j'ai déjà vu ça. Mais c'est ça, la température de la lumière, ça nous dit un peu c'est quoi le spectre lumineux, donc la quantité de longueur d'onde qui sont présentes. Est-ce qu'on veut une lumière plus bleue ou plus rouge, plus jaune, etc. Et donc, ils font beaucoup d'études là-dessus pour savoir c'est quoi l'impact de la lumière sur les... J'imagine qu'à terme, il y a moins de pouvoir comme aider aussi les architectes à designer les buildings en fait, de façon à pouvoir mieux mêler les lumières artificielles avec la source de lumière entrante externe en fait. Exactement, exactement. Notamment, on s'intéresse beaucoup dans le cadre de ce projet-là à des conditions lumineuses qu'on pourrait qualifier d'un peu plus extrêmes. Par exemple, les conditions lumineuses dans le Grand Nord au Canada, où en été, ils ont des jours de 20 heures et plus. Et à l'hiver, ben, c'est l'opposé. Hein, ils ont des nuits de 20 heures et plus et très, très peu de lumière naturelle. Et ça affecte forcément le cycle circadien des occupants. Et là, on essaie de voir, par exemple, est-ce que l'architecture peut venir en aide ou peut aider à moduler à s'adapter un peu aux conditions lumineuses un peu plus extrêmes pour dire, ben, quand c'est lumineux, on veut peut-être pas, on veut en laisser rentrer le plus possible en hiver, mais en été, on veut peut-être pas trop en mettre non plus, parce que sinon, il est rendu 10 heures le soir, puis le soleil est encore à 20 degrés dans les airs, il est encore très, très fort. Donc, on est encore réveillé, etc. Fait que c'est beaucoup là-dessus là, qui se concentre. Quels éléments architecturaux on peut designer pour favoriser ça. Là. Super, merci. Bon, je vois qu'il y a d'autres questions, mais malheureusement, le temps court, le temps file et je vais devoir passer la balle à la présentation de la suite. Je vais laisser mon courriel, fait que si jamais les gens ont d'autres questions, c'est ça va me faire plaisir. Contactez-moi par la suite en offline ou encore sur Swapcard. Merci encore beaucoup, Jean-François, pour cette belle présentation de votre participation à notre événement et merci également au public pour les questions. J'aimerais vous rappeler aussi aux participants que vous allez bientôt recevoir le sondage de satisfaction par courriel. Donc, si vous voulez avoir accès en primeur en fait, aux enregistrements, n'hésitez pas à remplir le sondage aussi. C'est bien apprécié pour nous d'avoir votre retour.